continuer à parler répression en Russie avec vous, Michael Prazan. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, documentariste et vous publiez Varlam chez Rivage, le récit de votre aventure documentaire en Sibérie il y a 5 ans sur les traces du goulag, de la Kolyma et de votre rencontre aussi avec un chat, le dénommé Varlam aussi, donc du prénom de Varlam Chalamov, écrivain et rescapé des camps spéciaux russes. Michael Prazan, d'abord, pourquoi avoir décidé de travailler sur l'histoire du goulag il y a 5 ans? C'est pas vraiment une impulsion de ma part, c'est plutôt une volonté d'une amie à moi qui s'appelle Assia Kovrigina. J'avais longtemps travaillé sur un certain nombre de massacres de masse, et notamment les massacres perpétrés par les Einsatzgruppen, les commandos de la mort nazie en ex-URSS, ce qui m'avait valu d'ailleurs des premiers séjours, d'abord en Ukraine, et puis aussi dans différentes régions et pays de l'ex-URSS. Et elle m'avait dit, voilà, tu dois t'intéresser à l'histoire du goulag. Et j'ai suivi son conseil. Et surtout, elle m'a demandé de lire Varlam Chalamov. C'est ce que j'allais dire, c'est la lecture d'un auteur aussi qui vous a poussé dans cette histoire, Varlam Chalamov, qui décrit le système concentrationnaire du goulag qu'il a connu et qui reste moins connu en France notamment que Solzhenitsyn. Pour quelle raison d'ailleurs? Alors c'est pas du tout le cas en Russie où Chalamov est bien plus connu que Solzhenitsyn, pour des raisons contingentes, c'est-à-dire que Solzhenitsyn arrive à un moment où il y a les réfugiés, où il y a, voilà, on est en pleine guerre froide, et il va révéler quelque chose. Il devient un symbole aussi. Il devient un symbole, il devient un symbole politique, au fond, de l'opposition au système soviétique. Chalamov, déjà a été traduit plus tardivement, et puis il est peut-être, voilà, moins politique, bien que ces conditions de détention n'ont rien à voir avec celles de Solzhenitsyn. Chalamov, lui, était dans cette région qui est la plus vaste, et la plus désertique et la plus froide du monde, qui est véritablement un enfer pour la vie quotidienne, avec un taux de mortalité dans ces camps qui était évidemment extrêmement important. Et il y est resté 17 ans, il a failli mourir plusieurs fois. Et il va pas faire comme Solzhenitsyn un travail de récolte de témoignages du goulag. Il va raconter son expérience qui est absolument dantesque dans une écriture. En se souvenant de chaque phrase qu'il a écrite dans sa tête. Et quand il s'en souvient pas ou quand elle lui revient plus tard, eh bien ça va être l'occasion de réécrire un texte supplémentaire qui raconte à peu près la même. Donc on est dans une véritable œuvre monumentale, testimoniale, mais aussi littéraire, beaucoup plus à mon sens que ne l'est Solzhenitsyn. Il a fallu le temps que sa mémoire et ses écrits nous parviennent. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé sur cette route des ossements, qu'on appelle comme ça, puisque ceux qui ont construit cette route, ce sont des gens qui étaient dans le goulag, et ceux qui mouraient sur la route restaient là en fait? Eh bien, fondamentalement rien, parce que c'est quand même la région la plus désertique et la plus invivable du monde, et en même temps beaucoup de choses. Les derniers vestiges de ces camps, qui sont restés dans leur jus, si je puis dire, ils sont parfaitement inaccessibles, y compris même par la route des ossements. Il faut prendre des véhicules et des équipages très particuliers. C'est une épreuve physique, vous le racontez. 8 heures de motoneige par moins 50, c'est sans doute la pire journée de ma vie, conduite par des évêques qui sont cette peuplade locale, qui est une vraie découverte aussi pour nous, une société archaïque, matriarcale. Ce sont des éleveurs de rennes. Ils se coupent volontairement de toute civilisation. Ils refusent d'ailleurs le contact avec les étrangers, les rares étrangers qui s'aventurent aujourd'hui dans cette région et qui sont libres de le faire. Mais ce sont des gens et avec un mode de vie tout à fait fascinant. Ils ont en partie d'ailleurs détruit les vestiges ou certains d'entre eux du goulag parce qu'ils considèrent que c'était des lieux maudits. Voilà. Donc c'est peu de le dire, oui. Absolument. Alors, vous avez aussi trouvé donc un chat sur ce chemin. Varlam, c'est son prénom, c'est ce que je disais. Vous l'avez sauvé du froid, vous l'avez même ramené à Paris. Il est bien vivant aujourd'hui. Qu'est-ce qui représente d'ailleurs au fond ce chat pour vous dans cette histoire? Sauvé du froid et de la mort, parce que je pense que 10 minutes après que nos routes se soient croisées, c'était le premier jour de notre voyage. On était parti d'Yakoutsk et à l'arrivée, 2000 km plus tard, c'était Magadan, notre point de chute. Et effectivement, c'était une petite chose traumatisée, tremblante, qui avait perdu le bout de ses oreilles, pelée, en très mauvais état. On n'était pas sûr qu'il survivrait. Et on n'a jamais eu la possibilité de le donner à qui que ce soit. Donc il a fait toute la route avec nous.
il a un peu, voilà, repris du poil de la bête, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment à Paris qu'il a retrouvé sa joie de vivre. Ce qu'il représente. Une espèce de renaissance pour vous quand même, qui étiez dans une situation privée compliquée, vous l'expliquez. Oui. Vous êtes, justement, vous abordez ces camps de la mort aussi. Oui. Vous trouvez ce chat, vous le sauvez. Et vous revenez progressivement à la vie avec lui. C'est vrai. Et lui aussi, on s'est sauvés mutuellement. Mais quelque part, c'est aussi un rescapé du goulag. Parce que le goulag ne veut rien dire. Au fond, c'est cette région, l'enfer. C'est cette région qui est une prison dont on ne pouvait s'échapper. Et je me suis rendu compte, après coup, que beaucoup de descriptions que je fais de lui, de ce que j'imagine, ce qu'il y a dans sa tête, du désespoir qu'il a gardé au fond de lui très longtemps, on pourrait au fond les attribuer au rescapé du goulag. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il symbolise au fond la permanence et la perpétuité d'une certaine manière de ces souffrances-là. Merci, Michael Prazan, d'être venu nous parler de votre livre, Varlam. Vous écrivez aussi d'ailleurs qu'il y a toute cette difficulté aussi à transmettre la réalité du goulag. Moi, je trouve que vous le faites très bien dans ce livre. Et vous avez aussi donc ce film documentaire, Goulag, avec un S entre parenthèses, qu'on peut voir aussi au mémorial de la Shoah notamment. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.